L'essentiel en 30 secondes visait 25 à 30 grammes de fibres par jour, sachant que la consommation moyenne des adultes français se situe autour de 20 grammes. Les personnes qui en consomment le plus présentent un risque de mortalité toute cause et de maladies cardiovasculaires inférieur de 15 à 30% à celui des plus faibles consommateurs, avec une relation dose-réponse nette dans les données d'observation. Toutes les fibres ne font pas le même travail, puisque les fibres solubles visqueuses agissent sur le cholestérol et la glycémie, tandis que les fibres insolubles agissent sur le volume et le transit. La montée en charge gagne à être progressive, étalée sur environ 6 semaines, car les ballonnements constituent un frein fréquent en début de progression. Ce repère de 6 semaines relève de la pratique clinique et non d'un essai comparatif. C'est l'une des questions les plus fréquentes en nutrition et elle mérite une réponse chiffrée plutôt qu'un conseil vague. Les agences sanitaires européennes situent la cible entre 25 et 30 grammes de fibres par jour pour un adulte et les grandes synthèses d'études placent le meilleur rapport entre bénéfices et efforts autour de 25 à 29 grammes. Le problème n'est pas que ce chiffre soit inconnu, c'est que la consommation réelle tourne autour de 20 grammes en France. Cet écart d'une dizaine de grammes par jour n'a rien d'anodin, parce que la relation entre apport en fibres et risque de maladie suit une courbe dose-réponse continue. Les données d'observation montrent une association qui se poursuit au-delà du seuil recommandé, sans plateau clairement identifié dans la fourchette étudiée. Apport recommandé en fibres, ce que disent l'EFSA et l'ANSES, l'Autorité européenne de sécurité des aliments, a fixé un apport de 25 grammes par jour comme suffisant pour un fonctionnement intestinal normal chez l'adulte, tout en soulignant que des apports plus élevés s'accompagnent de bénéfices supplémentaires sur le risque cardiovasculaire et le diabète de type 2. L'ANS, de son côté, retient une référence nutritionnelle de 30 grammes par jour. Ces deux chiffres ne se contredisent pas, ils répondent simplement à deux questions différentes. Le premier correspond au minimum pour que le côlon fonctionne correctement, le second à l'apport associé à la meilleure protection à long terme. La synthèse la plus large sur le sujet, publiée dans The Lancet en 2019, a rassemblé 185 études prospectives et 58 essais cliniques, soit près de 135 millions de personnes années. Ces auteurs concluent que la réduction de risque est maximale pour un apport quotidien compris entre 25 et 29 grammes et que les courbes dose-réponse suggèrent un bénéfice encore supérieur au-delà de ce seuil. Autrement dit, il n'existe pas de plateau clairement identifié dans la fourchette étudiée. Le chiffre l'écart de risque atteint 15 à 30% entre les plus gros et les plus petits consommateurs de fibres. Il porte sur la mortalité toute cause, la mortalité cardiovasculaire, l'incidence des maladies coronariennes, de l'accident vasculaire cérébral, du diabète de type 2 et du cancer colorectal. Il s'agit de données d'observation qui ne permettent pas d'établir une causalité, mais la régularité de la relation dose-réponse a conduit les auteurs à considérer qu'un lien causal est plausible. L'étude nationale INK3, conduite par l'ANSES, situe l'apport moyen des adultes français à 20 grammes par jour, un niveau que l'agence qualifie explicitement de trop faible au regard de sa propre référence. Sur le plan médical, l'essentiel est que ce déficit ne se comble pas en ajoutant un aliment isolé. Il faut reconstruire une architecture de repas où les légumineuses, les céréales complètes, les légumes et les fruits entiers occupent une place structurelle plutôt qu'accessoire. Fibres solubles ou insolubles, deux familles qui ne produisent pas les mêmes effets parlés des fibres au singulier, est une simplification commode mais trompeuse. La distinction historique entre fibres solubles et insolubles décrit leur comportement dans l'eau et cette propriété physique détermine largement leurs effets sur l'organisme. Une deuxième propriété, la viscosité, sépare les fibres solubles entre elles. Le psyllium et les bêta-glucanes de l'avoine forment un gel épais, alors que d'autres fibres solubles se dissolvent sans viscosifier et n'ont pas les mêmes effets sur les lipides sanguins. Le tableau ci-dessous classe les grandes familles selon leur comportement physique et selon l'effet que ce comportement laisse attendre. Les effets chiffrés et leurs sources sont détaillés dans les sections suivantes, pour les fibres visqueuses comme pour l'amidon résistant. Type Comportment Effects
principaux attendus selon le mécanisme source alimentaire. Fibres solubles visqueuses, formant un gel dans l'estomac et l'intestin grêle. Baisse du cholestérol LDL, ralentissement de l'absorption du glucose, satiété prolongée, psyllium, avoine, orge, pommes, agrumes, légumineuses. Fibres solubles non visqueuses, se dissolvent sans épaissir, fortement fermentescibles, production d'acides gras à chaîne courte, effet lipidique faible ou nul inuline, fructo-oligosaccharides, chicorée, oignons, topinambour. Fibres insolubles, ne se dissolvent pas, retiennent l'eau mécaniquement, augmentation du volume des selles, accélération du transit. Sonde de blé, peau des fruits, légumes, feuilles, fruits à coque, amidon, résistante, échappe à la digestion dans l'intestin grêle, fermente dans le côlon, substrat de fermentation, effet métabolique modeste et hétérogène, légumineuses, banane verte, féculent cuit, puis refroidi. Cette classification a une conséquence pratique directe. Une personne constipée qui augmente uniquement ses fibres solubles visqueuses obtiendra un résultat décevant, tandis qu'une personne qui cherche à faire baisser son cholestérol en misant tout sur le son de blé se trompe de levier. La fermentation par les bactéries du côlon produit par ailleurs des acides gras à chaîne courte, dont le butyrate, qui participent au dialogue entre l'intestin et le cerveau et méritent leur propre traitement. Le contraste 3,5 grammes de bêta-glucane d'avoine par jour font baisser le cholestérol LDL de 0,19 mmol L dans une méta-analyse de 58 essais randomisés. Le son de blé, lui, est constitué de fibres insolubles. Il ne forme pas de gel et n'entraîne donc pas les acides biliaires dans les selles, ce qui explique qu'il agisse sur le volume des selles et le transit plutôt que sur le bilan lipidique. Les deux sont des fibres, les deux sont utiles, mais elles ne répondent pas à la même question clinique. L'amidon résistant, la catégorie que les tableaux nutritionnels ne montrent pas. L'amidon résistant est un amidon qui n'est pas digéré dans l'intestin grêle et qui arrive intact dans le côlon, où il se comporte comme une fibre fermentescible. Il se forme notamment lorsqu'un féculent cuit et refroidi, un phénomène appelé rétrogradation. Le riz, les pommes de terre ou les pâtes cuites la veille et consommées froid ou réchauffées en contiennent davantage que le même plat servi immédiatement. Les légumineuses et la banane encore verte en sont également riches. 2 méta-analyses permettent de situer le niveau de preuve. La première, publiée dans Nutrition and Diabetes en 2019, réunit 13 essais contrôlés et 428 adultes en surpoids ou obèses, avec des doses d'amidon résistant comprises entre 10 et 45 grammes par jour pendant 2 à 12 semaines. Elle rapporte une baisse de l'insuline à jeun, de la glycémie à jeun, de l'hémoglobine glyquée et du cholestérol LDL, mais aucun effet significatif sur l'indice HOMA-IR, le cholestérol total, les triglycérides, ni le cholestérol HDL. La seconde, publiée dans Critical Reviews in Food Science and Nutrition en 2020, rassemble 19 essais randomisés menés chez des patients atteints d'un syndrome métabolique ou de troubles apparentés. Elle retrouve une baisse de la glycémie à jeun, de l'insuline, de l'hémoglobine glyquée, du cholestérol total et du LDL sans effet significatif sur l'indice HOMA-IR, les triglycérides, le cholestérol HDL, la protéine C réactive ni l'interleukine 6. 2 réserves encadrent ces résultats et elles comptent autant que les résultats eux-mêmes. Les doses testées, de 10 à 45 grammes par jour, correspondent à des suppléments d'amidon résistants et non à ce qu'apporte une portion de riz cuit puis refroidi, dont la teneur reste très inférieure. Les populations étudiées sont par ailleurs des adultes en surpoids ou obèses, ou des patients porteurs d'un syndrome métabolique, ce qui ne permet pas de transposer directement ces chiffres à une personne sans anomalie métabolique. Les essais rapportent en outre des effets indésirables digestifs légers, flatulence, inconfort abdominal et diarrhée, qui régressent après quelques jours de consommation. Considérez donc le refroidissement des féculents comme un appoint pratiquement gratuit à mettre en place, et non comme un levier dont l'effet serait démontré au même niveau de preuve que celui des fibres visqueuses. Les fibres font-elles vraiment baisser le cholestérol ? Sur cette question précise, les essais randomisés fournissent des réponses claires et reproductibles, ce qui est suffisamment rare en nutrition pour être signalé. Une méta-analyse de 58 essais portant sur 3 974 participants
montrent qu'une dose médiane de 3,5 g de bêta-glucane d'avoine par jour abaisse le cholestérol LDL de 0,19 mmol/L, soit environ 0,07 g/L, avec des baisses parallèles du cholestérol non HDL et de l'apolipoprotéine B. Le psyllium, à dose plus élevée, montre un effet plus marqué, même si les deux méta-analyses ne se comparent pas directement. Une méta-analyse de 28 essais et 1924 participants établit qu'une dose médiane d'environ 10,2 g de psyllium par jour réduit le LDL de 0,33 mmol/L, c'est-à-dire environ 0,13 g/L. Le mécanisme est bien compris. Le gel formé dans l'intestin grêle piège les acides biliaires et les entraîne dans les selles, ce qui oblige le foie à puiser dans le cholestérol circulant pour en fabriquer de nouveau. Ce qu'il faut en attendrait l'effet des fibres visqueuses sur le cholestérol vient en complément des autres mesures alimentaires. Il ne s'y substitue pas. Une baisse de 0,13 g/L de LDL ne remplace pas un traitement quand celui-ci est indiqué. Cet effet a été obtenu dans les essais avec une dose médiane d'environ 10 g de psyllium par jour, soit environ 2 cuillères à soupe de tégument, la correspondance exacte variant avec la densité du produit, ce qui rend la pesée préférable. Cette dose se prend toujours avec un grand verre d'eau et à distance d'au moins 2 heures de tout médicament, car les fibres visqueuses peuvent en ralentir l'absorption. Sa mise en place se discute avec votre médecin, en particulier si vous êtes diabétique traité, enceinte, insuffisant rénal, sous anticoagulant, suivi pour une maladie digestive ou sujet aux troubles de la déglutition. Glycémie, poids et mortalité, ce que change une alimentation riche en fibres, une synthèse publiée dans PLOS Medicine en 2020, portant sur 42 essais contrôlés totalisant 1789 participants et sur 2 cohortes prospectives réunissant 8300 adultes atteints d'un diabète de type 1 ou de type 2 suivis en moyenne 8,8 ans, quantifie l'effet d'une augmentation de l'apport en fibres. L'hémoglobine glyquée baisse de 2,20 métamol/mol, soit environ 0,2 points de pourcentage, la glycémie à jeun de 0,56 mol/L, le cholestérol LDL de 0,17 mol/L et le poids corporel de 0,56 kg. Chaque effet pris isolément reste modeste, mais leur convergence sur des axes de risque différents est ce qui donne sa valeur à l'ensemble. La même publication rapporte également un résultat sur la mortalité. Dans les données de cohorte chez ces adultes diabétiques, les participants dont l'apport se situe autour de 35 g par jour comptent 14 décès de moins pour 1000 participants sur la durée du suivi que ceux situés autour de 19 g. Il s'agit d'une comparaison entre groupes de consommateurs et non d'un effet mesuré après une augmentation de l'apport. Les auteurs en tirent néanmoins une cible pratique. Augmenter l'apport quotidien de 15 g ou viser 35 g constitue un objectif raisonnable. Ce résultat repose sur des données d'observation, ce qui interdit d'en conclure une causalité, même si la cohérence avec les essais d'intervention sur les facteurs de risque intermédiaires est réelle. Et sur l'inflammation, que montrent les données? Les données sur l'inflammation sont nettement moins tranchées. Une revue parapluie de 52 méta-analyses d'essais randomisés, totalisant 47 187 participants, confirme les effets des fibres sur le contrôle glycémique, le bilan lipidique et la pression artérielle systolique. En revanche, l'effet sur la protéine C réactive, marqueur d'inflammation le plus couramment mesuré, n'atteint pas la significativité statistique dans cette analyse, alors que celui sur le TNF-alpha l'atteint. Présenter les fibres comme un anti-inflammatoire démontré irait donc au-delà de ce que les données autorisent aujourd'hui. Comment augmenter ces fibres sans déclencher de ballonnement? L'inconfort digestif est un frein fréquemment rapporté lorsqu'on augmente les fibres et l'augmentation des ballonnements sous régime riche en fibres a bien été mesurée. Dans l'essai OmniHeart, un essai croisé randomisé en alimentation contrôlée mené chez 164 participants avec des régimes apportant environ 30 g de fibres pour 2100 kcal, la proportion de participants rapportant des ballonnements est passée de 18% à l'inclusion à 24% avec le régime riche en glucides, 30% avec le régime riche en graisses insaturées et 33% avec le régime riche en protéines. Ces symptômes existent donc réellement, ils touchent une minorité de participants et ils traduisent le plus souvent une simple adaptation digestive plutôt qu'un problème de santé. Aucune des études citées ici n'a en revanche mesuré le taux d'abandon ni classé ses causes.
si bien que présenter l'inconfort digestif comme la première cause d'arrêt irait au-delà des données disponibles. La progression repose sur 3 principes simples. Augmenter par palier de 3 à 5 grammes par semaine plutôt que d'un seul coup, parce que le microbiote a besoin de plusieurs semaines pour ajuster sa composition à un nouveau substrat. Précisons qu'aucun essai n'a comparé directement les vitesses de progression. Ce rythme relève de la pratique clinique et non d'une donnée chiffrée. Augmenter l'eau en parallèle. Les fibres insolubles et le psyllium ne fonctionnent qu'hydratés, et une prise avec trop peu de liquide expose à un risque d'obstruction digestive. Enfin, commencez par les fibres les moins fermentescibles, comme l'avoine et le psyllium, avant d'introduire les fibres les plus fermentescibles telles que l'inuline et les fructanes, qui produisent nettement plus de gaz. Le signal d'alerte ici, l'augmentation des fibres provoque des ballonnements francs, des douleurs et une distension abdominale qui apparaissent rapidement après les repas et qui persistent au-delà de 6 semaines de progression prudente. Il ne s'agit probablement pas d'une simple adaptation. Une pullulation bactérienne de l'intestin grêle, ou SIBO, constitue une situation dans laquelle augmenter les fibres fermentescibles aggrave les symptômes au lieu de les améliorer. Cette hypothèse justifie un avis médical avant de poursuivre. Certains signes imposent en revanche une consultation sans attendre et ne relèvent jamais d'une simple adaptation aux fibres, du sang dans les selles ou des selles noires, une perte de poids que vous n'avez pas cherché, une anémie, des vomissements répétés, un arrêt des gaz et des selles, une douleur abdominale intense, une fièvre ou des troubles du transit qui s'installent durablement après 50 ans. Dans ces situations, le sujet n'est plus votre apport en fibres. Où trouver 30 grammes de fibres dans une journée ordinaire, atteindre 30 grammes, paraît intimidant tant qu'on n'a pas regardé les grammages réels. Les légumineuses font l'essentiel du travail parce qu'une seule portion apporte autant de fibres que plusieurs portions de légumes. Les valeurs ci-dessous sont indicatives et proviennent de la table de composition nutritionnelle SICAL de Lens, qui retient environ 8,5 g de fibres pour 100 g de lentilles cuites. Aliments portions, réalistes fibres apportées, lentilles cuites, 150, j'environ 12 g pois, chiches, cuits, 150, j'environ 10 g haricots rouges, cuits, 150, j'environ 10 g framboises, 100 j'environ 6 g flocons d'avoine, 40, j'environ 4 g pain complet 2 tranches, 60 j'environ 4 g poires, avec la peau un fruit moyen environ, 4 g psyllium, téguments. Cuillère à soupe, environ 5 g de produit environ 4 g amandes, 30, j'environ 3 g la ligne du psyllium demande une précision, car 2 quantités différentes circulent dans cet article. Une cuillère à soupe, soit environ 5 g de téguments, apporte environ 4 g de fibres et sert à compléter un apport quotidien. La dose qui a fait baisser le cholestérol LDL dans les essais est environ 2 fois plus élevée, autour de 10 g par jour, et relève d'une démarche différente qui se discute avec un médecin. Une portion de légumineuses au déjeuner, des flocons d'avoine au petit déjeuner, un fruit entier avec sa peau et une poignée d'amandes suffisent déjà à dépasser 20 grammes. Le reste vient des légumes et du pain complet sans effort particulier. Aucun produit transformé enrichi en fibres ne figure dans ce tableau pour une raison précise. Les matrices alimentaires entières apportent simultanément des fibres, des polyphénols et des minéraux que les préparations enrichies ne reproduisent pas. Le réflexe cuisez vos légumineuses en quantité une fois par semaine et conservez-les au réfrigérateur. Vous réglez d'un coup la question de la quantité de fibres, celle de la praticité quotidienne, et vous augmentez au passage la teneur en amidon résistant grâce au refroidissement. Votre protocole avant d'appliquer ce protocole, lisez l'avertissement médical situé en fin d'article, en particulier si vous êtes diabétique traité, insuffisant rénal, sous anticoagulant, enceinte, sujet aux troubles de la déglutition ou suivi pour une maladie digestive. 1. Mesurez votre point de départ pendant 3 jours. Notez ce que vous mangez et estimez votre apport en fibres avec une table de composition. Sans ce chiffre, vous ne saurez pas si vous devez ajouter 5 grammes ou 15 et vous risquez soit l'inefficacité, soit l'inconfort. 2. Ajoutez une portion de légumineuses par jour dès la première semaine. C'est le levier au meilleur rendement, puisqu'une portion de 150 grammes de lentilles cuites apporte environ 12 grammes de fibres, soit davantage que l'écart d'une dizaine de grammes qui sépare la consommation moyenne de 20 grammes de la référence de 30 grammes. 3. Progressez par palier de 3 à 5 grammes par semaine sur 6 semaines. Notez à quel palier un inconfort apparaît si c'est le cas, parce que ce repère vous dira où stabiliser votre apport plutôt que de tout arrêter. 4.
Discutez avec votre médecin de l'ajout de psyllium si votre bilan lipidique le justifie. Les essais ayant montré un effet sur le LDL utilisaient une dose médiane d'environ 10 grammes par jour, soit environ 2 cuillères à soupe de téguments, à atteindre progressivement et de préférence à la pesée. Le psyllium se prend toujours avec un grand verre d'eau. Pris insuffisamment hydraté, il peut provoquer une obstruction œsophagienne ou intestinale. Espacez nettement sa prise de celle de vos médicaments, un intervalle d'au moins 2 heures étant la précaution habituellement retenue, et demandez à votre pharmacien ce qui s'applique à votre traitement. 5. Contrôlez votre bilan lipidique après 3 mois. Un délai de 3 mois est le repère habituellement utilisé en pratique pour qu'un changement alimentaire se reflète dans les marqueurs sanguins, et ce contrôle vous dira si l'effort produit un résultat objectif chez vous. Avertissement médical. Cet article présente une synthèse de la recherche publiée à visée d'information générale. Il ne constitue pas un avis médical individuel et ne remplace pas une consultation. Les personnes atteintes d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, d'un syndrome de l'intestin irritable, d'une sténose digestive, celles qui ont subi une chirurgie digestive, celles qui présentent un trouble de la déglutition ou un rétrécissement de l'œsophage, ainsi que celles qui prennent un traitement dont l'absorption peut être modifiée par les fibres, doivent demander l'avis de leur médecin avant de modifier significativement leur apport en fibres. 4 situations demandent une vigilance particulière. Un diabète traité par insuline ou par sulfamide hypoglycémiant peut nécessiter un ajustement des doses, car le ralentissement de l'absorption du glucose modifie les besoins. Une insuffisance rénale chronique impose un avis médical avant d'augmenter les légumineuses, dont la teneur en potassium et en phosphore est élevée. Un traitement anticoagulant justifie également un avis médical, parce qu'une modification importante de l'alimentation peut en perturber l'équilibre. Enfin, pendant la grossesse, toute modification significative de l'apport en fibres ou l'introduction d'un complément comme le psyllium se discute avec le médecin ou la sage-femme qui vous suit. Pour aller plus loin que cet article, ce que vous venez de lire fait partie de ce que je détaille dans mon livre, réuni avec le Playbook 90 jours et ma conférence Hyper Santé. Découvrir l'édition intégrale. Pour aller plus loin, prébiotiques et probiotiques, la différence que presque tout le monde confond microbiome. Le protocole des 30 plantes par semaine, perméabilité intestinale, ce que recouvre vraiment le Leaky Gut Sources Reynolds A, Man J, Cummings J, Winter N, Mete E, Temorenga L. Carbohydrate Quality and Human Health, a series of systematic reviews and meta-analyses. The Lancet, 2019, 393, 100172, 434 to 445. DOI, 10, 1016, S0144, 6736, 18, 31809 to 9. FSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for Carbohydrates and Dietary Fiber. EFSA Journal 2010, Type 3, 462. DOI, 10, 2003G. EFSA 2010, 1462. ANSYS, Étude individuelle nationale des consommations alimentaires. 3, INCA 3, 2017. Apports moyens en fibres des adultes de 20 gras-J pour une référence de 30 gras-J. ANS. Table de composition nutritionnelle des aliments SICAL 2020, consultable sur SIQUAL. ANSES FR OHVT. Steven Piper JL. Zurbau A. Blanco Mejia S. Jovanovski E. Aoyong F. Jenkins AL. Vuxan V. The effect of oat beta-glucan on LDL cholesterol, non-HDL cholesterol and ApoB for CVD risk reduction. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. British Journal of Nutrition, 2016, 116.8, 3069 to 1382. DOI, 10, 1017, Estavas 07145160034X, Jovanovski E, Yashpal S, Commission A, Zurbau A, Blanco Mejia S, OHVT, Lee D, Stephen Piper J, Duvnyak L, Vuxan V. Effect of psyllium, Plantago ovata, fiber on LDL cholesterol and alternative lipid targets, non-HDL cholesterol and apolipoprotein. B. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. The American Journal of Clinical Nutrition 2018, 1085, 922 to 932. DOI 10, 1093, AJCN NQI 115, Reynolds AN, Ackerman AP, Man J Dietary Fiber and Whole Grains and Diabetes Management. Systematic review and meta-analyses. PLOS Medicine 2020, 73, 83053. DOI 10, 1371 Journal, PMA 3053, Wang Y, Chen J, Song YH, Zhao R, Xia L, Chen Y, Kui YP, Rao ZY, Zhou Y, Zhuang W, YXT,
Effects of the resistant starch on glucose, insulin, insulin resistance, and lipid parameters in overweight or obese adults. A systematic review and meta-analysis. Nutrition and Diabetes 2019 9-1 19. DOI 10 1038 S41 3870 maintained to 0869. Halakzadeh J, Milajodi A, Rhino Z, Amirani A, Koladuz F, Barakat M, Mirza H, Mir Hashemi SM, Asemize. Effects of resistant starch on glycemic control, serum lipoproteins, and systemic inflammation in patients with metabolic syndrome and related disorders. A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Critical Reviews in Food Science and Nutrition 2020, 6018, 172 to 3184. DOI 10 10-8 1040-8398 2019 16-80950. Effects of high fiber diets and macronutrient substitution on bloating. Findings from the OmniHeart trial. Clinical and Translational Gastroenterology 2020 11-1 DOI 10 14309 HCTD 22. Associations between dietary fiber intake and cardiovascular risk factors. An umbrella review of meta-analyses of randomized controlled trials. Frontiers in Nutrition 2022 9972399 DOI 103389 FNUT 2022 972399